Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading, émission Wall Street Insider comme chaque après-midi, avertissement légal, je vous laisse en prendre connaissance. Alors, on va réenvisager la situation des indices boursiers européens qui subissent depuis ce matin, on voit un rejet baissier, en fait sous pile poil les lignes de coup, vous le savez, des vastes et larges tête-épaules qui se sont déployées sur tout un semestre en Europe, Eurostoxx 50, DAX, CAC 40. J'apprécie notamment le test et rejet de l'Eurostoxx 50 sous 2973 points pour être précis, qui est donc la ligne de coup horizontale. Les niveaux horizontaux fonctionnent là plutôt bien. Je vais essayer de décortiquer avec vous le CAC 40 en intraday. Comme promis ce matin, nous évoquerons plus largement le cas des matières premières et notamment donc des pétroles. Où vont les pétroles? Peut-on croire à un rebond technique? On verra que la situation reste bien compliquée. Enfin, bien sûr, le dollar australien, les paires majeures en dollars, bref, un gros programme. Cet après-midi, je répondrai comme ce matin et comme d'habitude à vos questions. Avertissement légal, vous en avez pris connaissance. Je ferme maintenant donc la plateforme, ce slide. Alors, depuis ce matin, un certain nombre de bonnes choses se sont confirmées, notamment donc l'once d'or. Alors, je commence par l'once d'or rapidement, en données 4 heures ici avec un intérêt évident ici à l'achat depuis le 5 octobre, depuis finalement l'augmentation, je dirais, sensible de la volatilité réalisée sur le marché, action, et donc cette phase de respiration du dollar US qui ne baisse pas mais qui consolide légèrement à la baisse. Donc l'once d'or ce matin valide un canal haussier, sort par le haut. Alors de ce qui finalement s'apparente à un flag, puisque nous avons eu donc consécutivement deux beaux chandeliers 4 heures. Bien sûr la clôture D1 sera majeure, il est nécessaire qu'elle se fasse au-dessus de 12,44, 12,45 pour envisager la poursuite de la hausse vers 12,70. D'autant plus que, et vous avez déjà un papier préparatoire sur le site, nous attendons ce soir à 4 heures du matin la publication, vous le savez, des chiffres de la croissance économique en Chine. Voilà donc une analyse qui se trouve sur le site et qui s'appelle StatShot, le PIB chinois en catalyseur pour l'once d'or et le dollar australien. Un document qui revient justement sur ce que nous pouvons attendre de l'impact de cette croissance économique en Chine sur le métal jaune et sur le dollar australien. C'est tout chaud, je vous invite donc à en prendre connaissance, c'est sur le site. Alors ce matin justement on a évoqué le cas de ce dollar australien à travers le GBP AUD ou encore l'euro AUD, je vais en reparler. Ce que nous allons faire d'abord, c'est déjà on va faire de l'intraday, un peu plus que ce matin. Si vous souhaitez avoir quelque chose d'un peu plus long terme, comme évoqué ce matin, vous pouvez revoir le morning meeting. Je vais vous montrer deux choses. Alors avant tout, laissez-moi vous rappeler que nous avons quitté le grand marché haussier, celui qui a duré 2 ans, qui s'est terminé au printemps dernier sur les actions européennes. Marché actions américain a mis du temps, mais il a fini par s'aligner sur cette nouvelle tendance des marchés actions européens. Et je me suis donc intéressé, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début de l'été, sur la mesure de la volatilité implicite des marchés actions US. Vous savez, cette mesure permet d'anticiper le niveau à horizon de 3 mois de la volatilité réalisée, c'est-à-dire l'amplitude que vont balayer les prix sur l'espace d'une séance. Concrètement, l'écart entre le plus haut et le plus bas, il s'agit là de la volatilité réalisée. Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc une représentation graphique, une capture d'écran, une cartographie chartiste de l'indice VIX qui lui mesure la volatilité implicite du S&P 500. Alors pourquoi implicite? Déjà implicite, ça veut dire anticiper celle qui se réalisera. Tout simplement parce qu'elle est basée en fait sur la façon dont se distribue le volume d'échange, la négociation réelle sur les options d'achat et de vente de ce marché. Et notamment la façon dont cela se distribue sur les strikes des options. Alors, vous avez une capture d'écran de l'indice VIX depuis maintenant 20 ans qui me permet de distinguer 3 zones, l'intervalle de complaisance qui notamment concerne le grand marché haussier 2003-2007 ou encore cette phase haussière sympathique été 2012, été 2014. Et puis vous avez un second intervalle qui délimite, je dirais, celle des phases baissières de moyen terme, à l'image de ce qu'on a eu par exemple ici en 2011, à l'image de ce que nous avions eu ici à l'éclatement de la bulle Internet. Et puis il y a un intervalle ultime qui est plus compliqué, qui est celui du krach boursier, et que finalement cet indice en 20 ans n'a connu qu'une seule fois, notamment ici en 2008. Alors moi je me suis intéressé à cette mesure de la volatilité implicite dès le début du mois de juillet, puisque j'observais la montée de cet indice. Pour autant, les marchés actions US, eux, plafonnaient sur leur plus haut. Il y avait donc une forme de divergence, qui appelait à un moment ou à un autre un choc, pour faire que cette volatilité anticipée finisse par s'aligner sur la réalité de la volatilité du marché. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2 semaines sur les marchés actions US.
Alors maintenant, la vol a quitté l'intervalle de complaisance. C'était une alerte que j'avais fait pour vous la semaine dernière. Et que s'est-il passé depuis? Eh bien, le marché a effectué un pullback sur cet intervalle de complaisance. Vous avez ici le chandelier japonais journalier de ce même indice VIX vendredi dernier. Ce qui m'invite donc à penser que nous sommes sur le marché action dans un marché dit de pullback. Qu'est-ce que c'est un pullback? C'est un mouvement à contre-tendance du mouvement dominant qui vient conforter justement le mouvement dominant. En clair, dans une phase de baisse, le pullback est haussier et vient en réalité à travers son rebond et le test des premières résistances solidifier la première jambe de baisse. Dans un marché qui démarre au contraire une phase ascendante, plus importante, le pullback est baissier, vient chercher des niveaux de support et vient consolider, notamment ici, cette première jambe de baisse, de hausse. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est cette espèce d'alignement, un alignement de pullback. Le pullback de la vol sur support, et au contraire, les marchés actions européens qui, eux, eh bien, ont tous ce matin testé les lignes de coût des structures en épaule, tête-épaule, vaste d'un semestre complet sur l'Eurostoxx 50, le CAC et le DAX. Les niveaux de 1973, l'intervalle 4000-4100 sur le CAC 40, l'intervalle 8900-9000 points sur le DAX 30. Alors au moment où la vol impli faisait son pullback sur l'ancien intervalle de complaisance, vous avez ici les chandeliers japonais hebdomadaires, alors celui-ci n'est pas fini, mais on retrouve ici la ligne de coût sur l'Eurostoxx 50, 2973 points, et je crois que ce matin le plus haut a été fait à 2000, alors le plus haut est 2971 avec déjà un début de rejet. Le DAX, le plus haut a été fait à, alors le DAX ça a été fait à 8870 et le CAC, bon, vraiment plus faible, plus de difficultés. Ça c'est donc le cadre de fond. Alors maintenant j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéressera plus. On se concentre et nous allons décortiquer ensemble le CAC 40 en données 4 heures. On va le décortiquer sur le plan de chartiste pour voir exactement de quoi il s'agit et où peut aller ce marché. Et ensuite nous parlons de l'euro AUD, GBP AUD. Alors un petit tour rapide, après vous faites ce que vous voulez, mais Romain vous indiquait dans son papier l'existence d'une ligne de tendance haussière sur l'euro AUD. La voici. Voici l'euro AUD qui en live là teste une ligne de tendance haussière. Alors en weekly, je trouve ça très sympa, moi l'euro AUD comme le GBP AUD. Finalement, personne n'est devin, tout n'est question que de money management, c'est-à-dire de point d'entrée, de positionnement du stop. Vous avez actuellement un euro AUD qui teste donc cette ligne de tendance haussière ici en place depuis le 8 septembre. Alors c'est un niveau intéressant, sauf que voilà, nous avons ce soir, vous le savez, les chiffres de la croissance économique en Chine. Et finalement, ça m'intéresse beaucoup. Après, forcément, on aime tous davantage attraper des mèches, en tout cas des points un peu plus extrêmes. Et lorsque je passe sur l'horizon de temps journalier, eh bien, il existe, selon moi, un risque de basculement, je dirais, dans cet intervalle 1,4480 et 45,30. Et finalement, ça m'intéresserait pour un achat. Donc, voilà comment je vois les choses, tant sur l'euro AUD que le GBP AUD. L'euro AUD m'intéresserait en fait, voilà, en cas de test d'incursion dans ce que peut représenter actuellement le nuage. Tenez 4 heures ici sur l'euro AUD. En tout cas, je pense qu'entre 1,4480 et 1,45, il sera intéressant de se positionner en cas de chercher à faire quelque chose. On va dire sur le CAC 40 qu'on va décortiquer. Laissez-moi d'abord vous rappeler ce que je pense et ce que je vous ai expliqué ce matin sur le GBP AUD. Je suis revenu ce matin sur des graphiques de long terme dont je ne vais pas reparler maintenant. Et donc qui appellent à bien sûr davantage de progression de ce marché. Ce que j'apprécie, c'est cette pattern que construit actuellement le GBP AUD. Clairement un triangle, rectangle, ascendant. Dans le meilleur des mondes, on cherche bien sûr à attraper un contact avec la partie basse. Elle passe à 1,43, 40 à l'heure actuelle. Il y aura d'ici ce soir une sortie de cet intervalle. C'est obligatoire. Obligatoire. Personne ne sait dans quel sens, mais selon le consensus et selon les listes techniques, cela pourrait être dans le sens de la hausse. Après, bien sûr, tout dépendra des chiffres. Alors, plusieurs façons de se positionner. Le plus prudent étant l'achat stop. Car en cas de cassure de la résistance à 1,8420, cela signifiera un très mauvais, ou en tout cas inférieur aux attentes, PIB chinois.
Et d'une certaine façon, l'achat stop au-dessus des 1,8420 est la stratégie la plus prudente. Car si les chiffres sont finalement favorables, le GBP/AUD reculera. Donc voilà, si jamais conseillé d'être en position avant une statistique, surtout lorsqu'elle a lieu pendant la nuit et qu'on dort, en tout cas si notre créneau horaire et notre cycle du sommeil est basé sur l'heure de Paris. Cependant, voilà, il y a cette stratégie qui pourrait être celle d'un achat stop au-dessus des 1,8420, protégé par quoi? Et bien dans ces cas-là, par un stop sous les 1,8350, sous les 1,8360 dans le cas de l'achat stop au-dessus d'un 1,8080. Il y a une autre stratégie qui serait celle d'attraper la médiane de la figure et qui justement passe aux alentours, je dirais, des 83,50. Alors voilà, vous avez plusieurs possibilités, l'idée étant de finir à terme par rejoindre la partie haute de ce canal, à savoir un marché en mesure de rejoindre un 85 dans un premier temps. Voilà donc ce que je pense de ce GBP/AUD ou encore de l'euro AUD. Puis vous avez donc ce papier qui se trouve sur le site qui me paraît tout à fait intéressant. CAC 40. Alors le CAC 40, on en a parlé ce matin sur 1 million d'horizons de temps, je viens de vous remontrer un graphique weekly. On va le décomposer sur la base des chandeliers 4 heures. La ligne de coup c'est 4100. Il y avait un canal de baisse en données 4 heures en place depuis le 19 septembre. Les cours en sont sortis par le haut. Ok. Cal sous le premier niveau horizontal à 4040. On avait un trend intraday de reprise depuis cette séance du jeudi 16 octobre, dont les caractéristiques, à savoir la mèche basse de marché et un volume d'échanges réel au plus haut depuis le 11 août 2011, il y a à peu près 7 milliards 500 millions d'euros négociés sur ce marché, qui présentait les caractéristiques d'un paroxysme des ventes, qui nous a permis d'anticiper dès vendredi matin l'ouverture, cassure haussière des 3920, en envisageant un retour sur 4000 points. Nous sommes dans un marché de pullback, c'est-à-dire un mouvement à contre-tendance de la tendance qui s'est imposée depuis la fin du mois de juin, qui est donc correctif sur le marché action européen. Et donc cette jambe de rebond technique viendra à terme conforter, solidifier, tous les verbes, plusieurs synonymes possibles, cette première jambe de baisse. Si je décortique ce marché ici sur la base du graphique en données 4 heures, en utilisant l'analyse technique, on comprend déjà que des bornes se réduisent. Il existe un support à 3960 points, qui est à la fois un niveau horizontal, ouais, c'est ce niveau de prix ici, c'était ce cours de clôture, on l'a cassé, on avait fait le pullback d'ailleurs ici, et ça tient. Et puis surtout on voit que le marché finalement se pose sur cet ancien canal de baisse en données 4 heures. En clair, je vous ai expliqué, sur la base de l'observation des graphiques passés, que suite à des séances de paroxysme des ventes telles celles connues en août 2011 ou encore la troisième semaine du mois de janvier 2008, nous allions traverser non pas une phase directionnelle ni à la hausse ni à la baisse, mais davantage une phase de range erratique et volatile. Un range volatile c'est quoi? C'est lorsque la borne basse et la borne haute sont séparées d'un pourcentage élevé. Donc le CAC 40 là teste 4040 points, se stabilise sur 3960. 3960 peut relancer la progression vers un nouveau test des 4040. En tout cas, voilà maintenant dans quel range le CAC semble s'inscrire. La cassure des 3960 points serait réellement un signal de retour, je pense, en direction des 3850 points. En clair, vous êtes sur support. Voilà, 3960, ça ne se vend pas. Je ne sais pas du tout dans quel sens de marché positionné à l'heure actuelle et quelle est la lecture de fond que vous avez, mais il s'avère que ces 3960 points sont un niveau de support. Si vous tentez un achat, c'est stop en dessous. Alors, ce qui me concerne, en cas de stratégie de trading, vu ma lecture de fond du marché, je n'accorde de l'importance qu'au niveau de résistance. On avait donc une ligne de tendance de reprise ici en place depuis le 16 octobre, en données 4 heures, qui a déjà été cassée. On n'a pas réussi à maintenir ce rythme, et c'est normal, c'est un rythme, regardez un peu l'angle, hein. Là on est sur du, là on est carrément sur du 70 degrés, enfin j'en sais rien, bref, c'est un angle de reprise qui était difficilement tenable. Et maintenant nous sommes dans un range 3960-4040, c'est tout ce que le marché vous dit. 3960-4040, on casse 3960, on chute en ligne droite à 3900 points, voire même 3850. Voilà ma lecture des choses. On tient 3960, peut éventuellement revenir chercher les 4040. Je vous rappelle que la ligne de coup de la structure en tête-épaule se situe à 4100 points. Sur l'indice CAC 40. Exactement le même type de lecture
sur l'indice allemand DAX 30, qui cale donc sous cette résistance oblique évoquée ce matin. D'ailleurs, c'était un niveau de rebond technique que j'avais envisagé vendredi, un marché capable d'aller chercher 8835. Et j'avais estimé d'ailleurs dans une vidéo qu'on vous a à nouveau proposé ce week-end qu'il s'agissait d'un point de vente optimal. 8835. Marché perd 100 points. Là aussi, quelle est la traduction des 3960 du CAC? Eh bien la voici cette traduction sur l'indice allemand DAX 30. Il s'agit des 8681. Là aussi, et puis on retrouve aussi cette ligne de tendance du paroxysme des ventes avec un angle assez appuyé qui a été rompu. Donc voilà que le DAX n'est plus dans cette même psychologie, en place depuis, je dirais, l'après-midi de la session de jeudi. Il est comme le CAC, dans un petit range à court terme, 3960, 4040 pour le CAC, et donc 8680, 8835 pour le DAX. Le DAX, l'Eurostoxx 50 et notre ami parisien se sont donc neutralisés ici à court terme. Il est évident que la suite des événements dépendra de la publication des chiffres de la croissance économique en Chine. Et ça, c'est la nuit prochaine. Voilà donc le décortiquage chartiste que je peux vous proposer sur ces deux marchés. Je vous avais ce matin promis d'envisager les cas des pétroles, et donc c'est ce que je vais faire. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer lorsque vous allez négocier les matières premières. Depuis le début du mois de juillet, le coefficient de corrélation standard établi sur 3 mois entre la tendance du dollar américain et les principales matières premières tend vers -1. En clair, il s'agit d'une corrélation mathématique standard négative inverse, notamment sur les métaux précieux, mais aussi sur les pétroles, ce que vous constatez ici à travers l'observation de ces coefficients de -0,79 ou -0,87 respectivement sur le WTI et le UK Oil. Matières premières me paraissent être encore sous pression. Je vais vous présenter des graphiques en données journalières des pétroles avant d'envisager ce que ces marchés construisent en intraday. Alors ça va charger un instant s'il vous plaît. Puis pendant ce temps-là, n'hésitez pas donc à laisser dans le chat vos questions, les actifs sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne. Je les aborderai dans un second temps. Alors, bon, vous l'avez compris, le GBP-AUD m'intéresse du point de vue de sa configuration chartiste. On verra bien ce soir. J'espère que les chiffres chinois ne vont pas malmener cette lecture chartiste que je partage d'ailleurs avec M. Romain Cap. Alors maintenant, qu'en est-il des pétroles? J'avais ici un graphique qui permet de réaliser la situation de ces marchés fermement vendus depuis la fin du mois de juin pour une double raison. L'aspect monétaire, la façon dont ces monnaies sont libellées, elles sont en dollars américains. Elles ont donc subi l'appréciation de 10% du dollar américain entre le 1er juillet et la fin du mois de septembre. À cela s'ajoute la chute de la demande, essentiellement chute provenance de la zone euro, ralentissement de la demande aussi en provenance de Chine, et au contraire, une offre toujours aussi abondante et qui tend à le devenir davantage. En clair, là où il faut se montrer prudent, la chute des pétroles n'est pas un processus purement monétaire. La monnaie est ici un des aspects de la formation des prix, mais pas seulement. C'est pourquoi vous constatez depuis 2 semaines une respiration du dollar US et un rebond de l'or par exemple. Mais vous n'avez pas constaté le même phénomène sur l'énergie. D'accord ? Il y a un lien beaucoup plus important entre l'énergie et l'économie réelle, c'est du bon sens, qu'entre l'once d'or et l'économie réelle. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant les graphiques. À vous dire vrai, selon ma lecture, l'US Oil reste sous pression, sous les 84 $, et peut parfaitement revenir chercher les 78 $, 77 $. Alors certes, on verra qu'un graphique 4 heures peut laisser un peu d'espoir de rebond technique, certes. Il y a un écart important en principales moyennes mobiles, les plus courtes. On peut regarder ici, celle à 10 périodes sur le WTI. Moi, en ce qui me concerne, partageons pas tous la même opinion chez DailyFX France. Je me méfie. Et je ne suis vraiment pas certain que les cours de WTI
soient déjà en mesure d'établir un creux majeur. En tout cas, pas tant qu'ils ne seront. Je pense que ce marché peut aller chercher 77 dollars. Ok. Maintenant, le Brent est aussi sous pression. Il y a une première résistance qui existe à 88 dollars. Bon, on a fait une première jambe de rebond technique. Est-ce qu'on peut attendre davantage? Pour répondre à cette question, je vais basculer sur un horizon de temps inférieur. On va essayer de décortiquer le mouvement comme on vient de le faire sur le CAC 40. D'ailleurs, on voit que le CAC 40 tient bien pour l'instant, c'est 3960 points. Je passerai aussi en revue l'indice S&P 500 en données 4 heures, puisque là, les marchés actions US viennent d'ouvrir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui sont publiés les résultats d'IBM et d'Apple, qui sont deux gigantesques capitalisations boursières. D'accord ? Donc on retrouve cet alignement sur support CAC 3963 et donc le DAX qui tient un support à 8680 points. La première réaction qui est favorable. Alors, le pétrole en données 4 heures, d'abord le Yucca Oil. On a cette jambe de hausse. Voilà. Et désormais le Yucca Oil il fait un flat. On voit que le momentum tape déjà et semble vouloir déjà échouer sous la neutralité. C'est un marché fermement baissier qui n'a pas vu l'indicateur technique RSI rejoindre le surachat depuis belle lurette. Et ça ne va pas changer. Je suis donc plutôt inquiet dans le sens où j'observe déjà un semblant de cassure de support en cours en données 4 heures sur le momentum. Et honnêtement, cela peut mettre en risque la tenue de ce support à 85. En clair, mon opinion, si vous la sollicitez, est que ce support-là, à 85 dollars, ne m'intéresse pas sur le Yucca Oil. Et de même pour le WTI. Nous avons ici une première jambe de rebond. On a une reprise certes ici du momentum, mais qui semble déjà échouer sous la neutralité. En ce qui me concerne, je vais appliquer ça sur un graphique 4 heures, on est sous cette résistance encore. Sous 84. Et sous 84, je pense que là, on a un risque d'aller chercher ce niveau, qui est un niveau très important en plus sur la base d'un graphique weekly. Alors, je suis, si on prend du recul, on voit vraiment que c'est ça le niveau horizontal. Comprenez que ici, au niveau actuel des cours, je ne peux être que mal à l'aise pour peut-être appuyer des stratégies qui vous sont proposées de davantage de rebond technique. À suivre donc, à suivre. Voilà, vous avez donc mon avis sur les pétroles. Alors maintenant, envisageons le cas de l'euro-dollar et du dollar US. Exactement comme envisagé ce matin, il y a vraiment, ça devient, je dirais, un range assez usant. Nous avons ici donc clairement cette consolidation légèrement baissière du dollar US qui traverse de part et d'autre le niveau des 11 000 points. L'eurodoll se tâte autour de part et d'autre des 1,2750, complètement neutraliser ces deux marchés. Cependant, je vous invite malgré tout à surveiller un certain nombre de niveaux techniques, notamment donc cette compression ici. C'est vrai que tant qu'on tient à 27,50, ça peut tenir. Peut-être que la cassure de ce niveau sur US Dollar Index, c'est une oblique 4 heures, peut permettre d'anticiper un passage en force ici de l'eurodoll. Mais rien n'est encore acquis. D'accord ? Donc, par rapport au scénario envisagé ce matin, à ce niveau-là, je n'ai pas changé d'avis. Bon, c'est ça qui reste le plus probable, d'accord ? À très court terme. Ce serait ce type de mouvement. Mais vous comprenez que nous sommes quand même ici dans des canaux qui sont à faible pente ici, sur US Dollar Index ou encore Euro-Dollar. Le GBP USD, je suis très satisfait puisque le marché a gagné 250 pips depuis la recommandation de la semaine dernière, dont j'ai répertorié les différentes étapes dans le morning meeting de ce matin. J'apprécie énormément la résolution haussière de cette compression en biseau descendant, le flat qui a suivi, qui s'apparente à un pullback, et la nouvelle impulsion, permettant de viser, comme évoqué ce matin, un 62 $, voire même un 62,50. Le trend suit son cours. Vous y êtes, c'est bien. Vous n'y êtes pas, c'est trop tard. Stop désormais sous 1,60,75.
Le NZD USD, comme expliqué ce matin, va rejoindre 0,80. Il y est presque d'ailleurs. Un excès possible à 0,8050. Attention, point de vente de moyen terme. 0,8050, niveau horizontal, partie haute d'un biseau ascendant. Point de vente de moyen terme si le marché y va. D'accord? Alors maintenant, le S&P 500 en données 4 heures. Marché action US vient à peine d'ouvrir. J'ai envisagé ce matin, en utilisant les graphiques journaliers, une capacité de reprise en direction maximum, sous peine d'invalidation de la première jambe de baisse qui a eu lieu ici les 2 premières semaines d'octobre, jusqu'à 1930 points. Grand maximum en fait. Plus ou moins donc c'est ce pullback là quoi. Ce sera un pullback. C'était donc cette ancienne oblique. L'oblique en place depuis l'automne 2012 en fait. Faut vraiment affiner sur la base des graphiques en données journalières. Mais voilà en fait, sachant que ce sont des marchés plus forts que les actions européennes, attendez-vous à une capacité de reprise supérieure. Si le marché doit caler, eh bien je donnerai une zone horizontale de prix entre 1920 et 1930 points. Nous avons un niveau ici de support à 1870. Tant qu'on le tient pour l'instant, on est toujours dans le cadre de cette reprise technique. Sur ces marchés actions US, utilisez les moyennes mobiles à 30 semaines pour envisager un potentiel de reprise technique. Le SDCHF en données 4 heures, plus ou moins la même chose que l'US dollar index. On a une traduction des 1,2750 de l'euro-dollar ou encore des 11 000 de l'USD index par ce niveau-là. 0,9470, 0,95 ici sur l'USD CHF. Ok, alors il y a un certain nombre de devises que j'ai déjà évoquées ce matin. Alors maintenant je vais répondre à vos questions. Je voulais simplement, ça m'est sorti de la tête, vous montrer... Ah oui, je vais revenir sur des graphiques daily des indices US et ensuite je réponds à vos questions. Alors je ne sais pas si vous avez regardé aujourd'hui la structure sectorielle du CAC 40 ou la hiérarchie de ses composantes. On retrouve quand même dans les valeurs positives soit des valeurs appartenant à la télécommunication, secteur fort car capitalistique depuis le début de l'année, ou encore du L'Oréal, du Pernod Ricard. Bref, un marché qui conserve un profil défensif et risque donc surveiller vraiment ce support à 3963 points. Important ça. Alors, marché action US. Pour l'instant, tant que nous n'avons aucune clôture jour au-dessus des 1900 points, ça reste résistance. Si on passe les 1900 points en clôture jour, en effet, le marché peut se reprendre à 19,30. Grand max, vous voyez, le pullback sur cette ancienne ligne de tendance, c'est là. Honnêtement, pour les stratégies de vente, écartez-vous des marchés actions US. C'est compliqué, ils sont forts. Privilégiez les indices les plus faibles. Je les utilise malgré tout pour accompagner le mouvement en Europe. Ça a pris du temps. Nous avons un niveau de support ici à 16 260 points sur le Dow Jones. Si ça finit par recéder, on repart en bas. Je repasse sur des graphiques intraday et je me tourne vers vos questions laissées peut-être dans la file commentaire. Aussi quelque chose que vous faites un peu moins, n'hésitez pas à le faire, c'est à partager vos graphiques dans le chat. Vous pouvez joindre une pièce jointe, comme ça moi je la montre à tout le monde. Joignez un commentaire de 4-5 lignes. Parce que l'idée, bon, naturellement, c'est le point de marché que j'anime, donc je propose mon point de vue, mais bon, n'hésitez pas aussi à donner le vôtre, moi ça m'aide aussi en fait. Voilà, voilà. Alors une conférence franco-allemande à Berlin, de toute façon, tout ce qui a trait
aux conférences politiques et donc qui évoquent l'évolution des politiques budgétaires au sein de la zone euro peuvent en effet influencer le marché de manière générale. Alors le micro, je crois que je l'ai quand même sérieusement augmenté, hein, le son, notamment ce matin. Donc là, je peux difficilement faire mieux, puisqu'il était essentiellement bloqué par Windows. Alors fil NFP, bon la voilà implicite. Le Russell, oui, alors c'est un concept que j'avais présenté aussi en septembre. Les troupes ne confirment pas les généraux, à savoir le fait que le Russell donnait des signaux de vente, en effet précurseurs pour la cote des grosses capitalisations boursières. En effet, j'utilise le Russell comme une forme d'indicateur avancé. Vous souhaitez alors AUDCAD et GBP-Yen. Ok, c'est noté, j'y vais. AUDCAD et GBP-Yen. Alors je les ai peut-être ici. GBP-Yen. Alors, le yen a atteint une résistance. Le yen s'est apprécié. Le GBP yen, naturellement, on y voit d'abord la livre sterling. Ici, nous avons toute la phase d'appréciation du yen jusqu'à jeudi dernier. Donc on voit que c'est d'abord un mouvement qui a été porté par l'appréciation du yen en tant qu'actif refuge. Bon. Après, il faut quand même faire attention avec cette lecture, dans le sens où le yen est aussi impacté par des éléments domestiques propres au Japon. Que penser maintenant du GBP yen? Alors, je suis un peu plus de mal avec les paires en yen, mais somme toute, lorsque je regarde le GBP yen, j'y vois aussi une paire en sterling. Nous avons un gap haussier hebdomadaire. Les gaps haussiers hebdomadaires, tout comme les gaps baissiers, de toute façon les gaps hebdomadaires sont régulièrement comblés sur le FX. D'accord? Donc déjà avec un tel trou sous les pieds, je vais avoir du mal à défendre l'appréciation de cette monnaie. Ça c'est une chose. Il s'agit plus probablement là aussi d'un pullback sur le GBP yen. Alors je l'ai pas... Après c'est un peu plus complexe parce que bon, on voit que là ça met. Je pense que nous avons une première résistance vraiment évidente à 174,90, 175. Il est vrai que la livre sterling est particulièrement bien orientée. En tout cas, on l'a vu face à l'euro ou encore face au dollar américain. Tout est toujours de savoir en fait dans cette paire qu'est-ce qui aura le plus d'impact. Sur la base du graphique intraday, on a déjà un momentum qui n'est pas suracheté mais qui a fait un beau parcours. Disons que bon, il y a le gap weekly qui je pense sera comblé. Si jamais je devais envisager un point de vente sur ce GBP yen, et encore, j'aurais sérieusement du mal à vouloir le vendre. Moins à l'aise en fait, puisqu'il y a malgré tout la livre sterling. Est-ce que à un moment ou à un autre j'arrive à retrouver des... Je vais essayer de travailler en retracement toutes les précédentes jambes. Voir si on peut attraper quelque chose. Une espèce de zone de confluence. 174,30. Je dirais 174,30. Honnêtement, je vais vraiment pas être à l'aise avec le GBP yen pour livrer une vue de marché réellement cohérente. Je pense que le yen peut tôt ou tard reprendre l'ascendant. Mais quand? Ça c'est la question. Il faut surveiller le yen index qui pour l'instant échoue quand même sous ses sommets annuels. Donc bon, il y a un premier rejet, mais je pense qu'en cas de cassure des sommets annuels sur yen index, on aura une reprise de cette force du yen. Si je devais donc envisager quelque chose, c'est que je pense que ce marché peut revenir chercher cette oblique et à ce moment-là, éventuellement tenter une vente si nous avons du surachat, voire une diff baissière. Pas davantage d'avis dessus. La UDCAD. Alors la UDCAD, je n'ai pas changé d'avis par rapport à ce que j'avais exposé vendredi dans mon point. Je pense que le marché est sorti par le haut d'une phase de range qui se trouve ici.
je vous rappelle, il y a 3 types d'environnement de marché. Le marché en tendance, le marché en range et le marché dit de breakout. Ce court intervalle de transition entre la phase de range et la phase directionnelle. Actuellement, c'est le cas pour la UDCAD. Il faut toujours se méfier de la UDCAD parce que dans la UDCAD, il y a le dollar australien. D'accord? Et que ce soir, si la UD doit être pénalisée, la UDCAD subira aussi la loi. Alors, même si au-dessus de ce niveau, ça tient le choc, pour l'instant, ça pourra revenir tester le niveau. Selon l'analyse technique, voilà, on a fait un pullback sur ce point. On a ici une première. Je pense que à court terme, je verrai davantage les choses de cette façon-là. C'est vrai que on a désormais 0,9850 en support. Ça, je vous l'accorde. Hein. On a ce niveau-là qui fait office de support. On est maintenant dans ce flat-là. Donc, tant qu'on tient 0,9850, on peut en effet s'attendre à quelque chose d'un peu plus punchy, ou en tout cas davantage de rebond, mais il faudra vraiment franchir cette résistance. Ensuite, du point de vue de la tendance générale, bon, on a quand même cette jambe de baisse ici sur la UD. Là, ça fait vraiment, ça fait plutôt retracement. Donc, on a retracé en plus 50%. Bon. Au niveau actuel, je vais là aussi être plutôt mal à l'aise. On a une fondation ici, un soutien à 98,50, mais un important obstacle à 80 pips au-dessus. C'est extrêmement compliqué. On peut parfaitement aller chercher ce niveau, mais on peut tout à fait retomber ici, d'accord? Donc j'ai presque l'impression qu'on a quitté un range pour rentrer dans un nouveau. C'est une affaire un peu complexe. Alors, l'euro CHF, très bien. L'euro CHF, je ne donnerai qu'un conseil. Je vous rappelle que vous avez derrière une banque centrale qui défend un taux plancher face à l'euro. J'estime qu'un seul niveau horizontal compte. Voilà comment je vois les choses sur l'euro CHF. C'est juste une proposition, hein. C'est une vue de marché comme une autre. Le taux plancher, c'est 1,20. D'accord? Cependant, l'analyse technique m'enseigne une chose. Un intérêt acheteur évident qui se manifeste dès le seuil des 1,2030. Vous savez comment sont exécutés les ordres sur la plateforme de trading? Si vous laissez traîner un ordre d'achat limite, le déplacement du ticket d'ordre qui exécutera votre ordre d'achat limite est du côté de l'offre. Le spread est assez serré et je pense donc que l'achat limite 1,20.3050 me semble intéressant. Avec un stop loss sur 1,1995. Voilà comment je vois les choses. Alors pourquoi est-ce que je ne crois plus forcément dans ce canal-là? Je n'aime pas le retour. Je n'aime pas le retour dessus. On a un comportement qui est différent de ce qu'on avait observé la première fois. Je m'attendais ici à un ralliement de la partie haute, ce qui n'a pas été le cas. Donc, voilà, je pense que, et puis de toute façon à moyen terme, regardez, vous voyez le PEG, hein, ce qu'on appelle le PEG, ce fameux taux plancher. On voit parfaitement ici le niveau horizontal des 1,20.30. Je vous laisse observer quand même voilà, il y a quand même un intérêt acheteur qui est évident dessus, quoi. Donc voilà, ça fait partie des choses qui me plaisent. Et puis alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de charger donc le volume d'échange réel sur la paire de devises euro CHF, qui vous permet de voir donc sur ces chandeliers 4 heures comment bien, se sont distribués en fonction des niveaux de prix le volume d'échange réel. Vous pouvez constater que ici, lorsque le marché était au contact de ces 1,20.30, notamment là, regardez ici, on avait testé le point, il y a eu une augmentation sensible du volume. Et là actuellement, il y a encore beaucoup de volume. Pour tout un tas de raisons, je m'intéresse à ce niveau des 1,20.30.
Donc, pour l'instant, on voit que l'eurodoll tient. Nous avons déjà envisagé donc le cas des indices boursiers européens que j'ai essayé de décortiquer. Hein. Alors en effet, visiteurs, ça c'est pas faux. Hein, pour le, alors à horizon Noël, bon Noël, hein, c'est un repère temporel. Pour le SP500, je pense que c'est un marché qui peut aller chercher sur cet horizon de temps les, oui tout à fait, 17,50. Même encore en deçà de ce que vous indiquez. GBP selon je me coupe plutôt proche d'un support. Donc bon, en effet, pour l'instant, il ne faut pas se mettre en face là, de la reprise des paires en yen. Ça reste, c'est à l'image des indices boursiers. Tout à fait, Gilbert, je partage le même but de marché que vous sur l'US dollar index. C'est d'ailleurs pourquoi je propose cette relation juxtaposition US dollar index, euro dollar. Pour moi, c'est quelque chose là qui me semble assez limpide. Et donc je pense que ce sont ces choses-là ici qu'il faut mettre à profit pour négocier. Je vous ai donné en fait mon opinion tout à l'heure, Philippe, hein, sur les pétroles. J'ai commencé le point de marché. Je ne cherche pas à acheter ce marché. Et ben d'ailleurs, le UK Oil, voilà. Alors voilà, c'est là où vous constatez tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait une cassure de momentum qui mettait en risque le support, ça casse. Voilà. M'intéresse pas au pétrole tant que le WTI n'aura pas testé 77 $. C'est ma lecture technique. Si vous voulez charger le VIX sur la plateforme de trading, il vous faut personnaliser la plateforme en téléchargeant l'application Yahoo Finance. Et vous avez, je vais vous donner le lien, ici une section du forum avec toutes les explications sur les indicateurs personnalisés, ce qui nécessite naturellement un peu de lecture, mais c'est tellement rapide ensuite à installer. Et en vous rendant donc notamment dans la section qui est ouverte à l'application Yahoo Finance Chart View, que voici. Donc cette application en fait elle vous permet d'aller attraper des données de prix sur le site Yahoo Finance. Et à partir de là, c'est facile d'ajouter ce que vous voulez à la plateforme. Vous ne pourrez pas trader ces actifs, mais vous pourrez les utiliser dans l'analyse. Voilà, donc je vous remercie d'avoir assisté à ce point de marché. J'espère avoir été assez limpide. Il a été enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici 30 minutes environ. Vous retrouverez tout à l'heure un webinaire éducatif à 18 h. Retour de Nicolas Chéron demain à 11 h. Et en ce qui me concerne, à demain après-midi. Merci beaucoup.